l'actualité est riche, l'actualité est puissante. Eh bien, c'est ensemble que, finalement, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont décidé de mettre fin à leur participation à l'Organisation internationale de la francophonie. Ce qui est intéressant, c'est que le Mali, à son tour, a délivré un communiqué hautement pédagogique. L'exploitation de ce communiqué nous permettra d'entrer vraiment dans des raisons profondes des décisions souveraines du Mali, du Burkina Faso et du Niger de quitter cette organisation. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont récemment pris une décision historique, quitter l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Pour Franklin Nyamsi, ce n'est pas un simple retrait administratif, mais un acte fort d'émancipation politique. Derrière cette décision se cache un rejet clair d'un système jugé partial, où les sanctions et le mépris de la souveraineté africaine sont appliqués à géométrie variable. Pourquoi ces trois pays ont-ils choisi de claquer la porte? Quel message envoient-ils au reste du continent et au monde? Décryptons ensemble les véritables enjeux de ce tournant diplomatique. Ça y est, c'est fait. L'ensemble des pays de la Confédération des États du Sahel s'est retiré de l'Organisation internationale de la francophonie. Après le Niger, le Burkina Faso, aujourd'hui c'est le tour du Mali, dans une véritable contre-péterie organisée, d'indiquer qu'il ne fait plus partie de la grande organisation d'influence culturelle, eh bien, appelée Organisation internationale de la francophonie, et dont la secrétaire générale est une ressortissante rwandaise, un pays qui a renoncé au français comme langue officielle et qui a choisi le Kinyarwanda, sa langue nationale, et l'anglais comme langue officielle. Le Mali, au moment d'annoncer sa décision, à la suite de ses alliés, du Burkina Faso et du Niger, le Mali a clarifié pour la gouverne de l'opinion nationale et internationale les raisons essentielles de sa décision. Lisons le communiqué qui a été délivré à l'adresse de l'opinion internationale par le le secrétariat général du ministère malien des Affaires étrangères. C'est un communiqué hautement pédagogique et qui mérite d'être exploré comme tel. Que dit ce communiqué? Je suis en train de l'afficher puisque nous allons patiemment le commenter, le communiqué malien. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, secrétariat général. Koulouba, le 18 mars 2025. Numéro 000010 MAEC. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, pays hôte du siège de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et à l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit. La République du Mali, membre fondateur de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue par la suite l'Organisation internationale de la francophonie, a contribué de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Le Mali a, à maintes occasions, démontré son attachement aux valeurs et idéaux promus par la francophonie. Cependant, depuis l'avènement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. Je reprends ce paragraphe. Cependant, depuis l'avènement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. Je reprends ce paragraphe une troisième fois. Cependant, depuis l'avènement de la transition,
l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. Le Mali ne peut demeurer membre d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, fondés sur la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Par conséquent, conformément à l'article 10 de la charte de la francophonie du 23 novembre 2005, le gouvernement décide du retrait du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali saisit cette occasion pour renouveler au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, pays hôte du siège de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, les assurances de sa haute considération. Signé depuis le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le secrétariat général, et cela est adressé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française basé à Paris. Le communiqué dont je viens de vous donner lecture est construit comme un raisonnement logique. Dans la première partie du communiqué, le Mali souligne que les gouvernements successifs qui, au nom du principe de la continuité de l'État, ont gouverné le Mali, ont participé à la construction de l'Organisation internationale de la francophonie et de rappeler que cette organisation s'appelait anciennement Agence de coopération culturelle et technique, ACCT. Dans la deuxième partie du communiqué, le Mali constate que les principes de la francophonie n'ont pas été appliqués de façon équitable entre tous les pays membres de la francophonie. Notamment depuis que le Mali est entré dans une transition avec la chute du régime corrompu, impuissant et le régime stérile d'Ibrahim Boubacar Keïta en 2020 et la rectification de la transition en 2021 avec la chute du colonel néocolonisé Bandao et la montée en puissance de l'actuel CNT et notamment du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition du Mali. Dans ces conditions, qu'est-ce qui s'est passé? L'Organisation internationale de la francophonie du point de vue du Mali s'est mise à mépriser. Quoi? Mépriser la souveraineté du Mali. Mépriser les choix souverains du peuple malien. Mépriser la défense des intérêts du Mali. Et cela dans une logique à géométrie variable, dans une logique du deux poids deux mesures. Qu'est-ce qui était reproché au Mali quand l'OIF l'a suspendu de son sein? Il était reproché au Mali d'avoir procédé à un changement non démocratique de gouvernement. C'est-à-dire, il était reproché aux actuelles autorités maliennes d'avoir pris le pouvoir par coup d'État. Très bien. Mais on peut se poser la question de savoir, M. Alassane Dramane Ouattara, qui préside actuellement à la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a pris le pouvoir de façon régulière? En 2020, n'a-t-il pas violé les articles 55 et 183 de la Constitution ivoirienne, interdisant pour qui que ce soit en Côte d'Ivoire un troisième mandat? Est-ce que l'OIF a appliqué contre Alassane Dramane Ouattara, qui est un putschiste civil constitutionnel, est-ce que l'OIF lui a appliqué ces règles de bonne gouvernance, de respect de l'acquisition, en quelque sorte, légale et légitime du pouvoir? Non. Macky Sall, qui était à la tête du Sénégal, a entraîné le Sénégal dans une crise politique aiguë. Et il a tenté par plusieurs fois de violer la Constitution et de s'imposer à la tête du pays. Il a même tenté d'empêcher la tenue des élections. Est-ce que le Sénégal de Macky Sall a été puni par l'OIF? Non. Le régime qui est au pouvoir au Togo
Il n'est pas arrivé par des élections régulières. Il y a eu coup d'État en 2005 pour que Faure Gnassingbé prenne le pouvoir. Il est au pouvoir depuis lors jusqu'à maintenant. Est-ce que l'OIF a puni la République du Togo à cause de la manière dont le pouvoir a été pris par un coup d'État civil et constitutionnel? Non. Le régime de Paul Biya au Cameroun, depuis 42 ans, fraudeur aux élections, violeur de constitution, embastilleur d'opposants, est-ce que l'OIF a puni le régime camerounais pour toutes les fraudes électorales dont il a été ostentatoirement coupable? Non. Le régime de Sassou Nguesso au Congo, est-ce que l'OIF l'a puni pour tout ce qu'il a fait de mal aux principes dits démocratiques, à l'état de droit, contre l'opposition, contre le peuple, au Congo-Brazzaville? Non. Même le régime gabonais, d'Oligui Nguema en dernière date, putschiste, applaudi par Paris, est-ce que l'OIF l'a puni comme elle s'est acharnée contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Non. Le régime tchadien du président Mahamat Idriss Déby Itno, il est arrivé au pouvoir par coup d'État, empêchant le président de l'Assemblée nationale d'alors d'exercer le pouvoir. Est-ce que l'OIF s'est défoulé contre le Tchad comme elle s'est défoulée contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Non. Le régime de Patrice Talon au Bénin, grand embastilleur d'opposants, fabricant de faux coups d'État imaginaires, de coups d'État imaginaires. Le régime de Talon, est-ce que l'OIF lui a appliqué ces fameux principes? Non. Mais écoutez, là, il y a un petit problème. Au Gabon, coup d'État, l'OIF ne sévit pas. Au Congo, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Cameroun, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. En Côte d'Ivoire, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Togo, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Tchad, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Sénégal avec Macky Sall, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Au Bénin avec Patrice Talon, régime dictatorial, l'OIF ne sévit pas. Mais c'est seulement sur le Mali. En Guinée, avec Mamadi Doumbouya, régime dictatorial, avec abus de tous les droits de l'opposition, par Mamadi Doumbouya. L'OIF ne sévit pas, elle le caresse dans le sens du poil. En Guinée-Conakry. Mais dites-moi très clairement, d'où vient-il que l'OIF se soit acharné, spécialement contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Alors que dans ces pays-là, il y a eu des coups d'État, comme au Tchad. Comme au Cameroun, Paul Biya c'est un putschiste civil constitutionnel. Comme en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est un putschiste civil constitutionnel. Macky Sall, ce qu'il faisait là, au Sénégal, c'était un coup d'État constitutionnel. Tous ces gens-là qui sont membres de l'OIF, Sassou Nguesso au Congo, putschiste constitutionnel. Tous ces régimes qui commettent des coups d'État constitutionnels, pourquoi diantre? Jamais l'OIF n'a sévi contre eux, comme elle s'est acharnée contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà la question qui a été posée. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, un homme politique français, semble avoir compris que c'est ce deux poids, deux mesures flagrants, insupportables du gouvernement français et pas simplement du gouvernement Macron, de tous les gouvernements français, de gauche ou de droite, qui se sont succédés à la tête de la France, envers l'Afrique. C'est cela qui a détruit la politique africaine de la France. Le deux poids, deux mesures. Voici ce que dit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même, homme de gauche, ancien mitterrandiste, a participé à cette politique-là. Qu'il combat aujourd'hui, sans doute du bout des lèvres. Parce que je l'ai entendu faire des déclarations très fragiles sur le CFA, etc. Je l'ai même entendu condamner le Mali à un moment donné. Mélenchon à l'Assemblée nationale, quand le Mali s'est mis à se plaindre de l'ONU et a demandé à l'armée française de se retirer, Mélenchon fait partie de ceux qui ont grondé le Mali et qui ont contribué à entretenir cette animosité contre le régime malien parce que celui-ci revendiquait la véritable souveraineté. Mais le voici de retour dans la réalité et qui chante un chant, eh bien, qui est connu. Un chant qui est connu chez nous en Afrique. Mélenchon dit chagrin. Ce sont les mots de Mélenchon, hein, sur sa page X.
chagrin. La France paye cher les errements de la Macronie en Afrique. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont quitté ces dernières 48 heures l'Organisation internationale de la francophonie. Mais celle-ci reste présidée par une Rwandaise anglophone, ancienne ministre du dictateur Paul Kagame, envahisseur de la République démocratique du Congo. Voilà les mots de Mélenchon. Lui, il fait porter toute la responsabilité à Emmanuel Macron. Mais est-ce que François Hollande a mené une autre politique? François Hollande, c'est la France-Afrique. J'étais au Parti socialiste français quand Hollande a écrit à la proposition 58 de son projet de société qu'il allait mettre un terme à la France-Afrique, reconnaissant que la mafia continuait. Quand il a pris le pouvoir, est-ce qu'il y a mis un terme? Non. L'occupation militaire de la France en Afrique a continué. La domination monétaire à travers le CFA a continué. Le soutien à géométrie variable à des régimes corrompus, en même temps que la prédication démocratique, bonne gouvernance, droits de l'homme, a continué. Sous Hollande. On a continué à vouloir soumettre les Africains aux oukases culturels de la francophonie. Oui ou non, sous Hollande? Sous Sarkozy, l'homme qui a décrété que les Africains n'étaient pas entrés dans l'histoire, est-ce que c'était meilleur? Sous Chirac, l'homme qui a essayé d'attribuer aux Africains la spécificité de sentir mauvais, est-ce que c'était meilleur? Chirac, celui qui a détruit l'aviation ivoirienne, avec son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui fait semblant de s'être converti maintenant aux grandes vertus de la paix internationale. Est-ce qu'avec Chirac, c'était meilleur? Bon, avec Mitterrand, dont on voit comment il a rougi de colère le jour où Sankara lui a demandé pourquoi la France socialiste osait soutenir le régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud. Est-ce qu'avec Mitterrand, la France-Afrique était morte? Non. Son fils Papa Madi, comme on l'a appelé, Jean-Christophe Mitterrand, et tous ses ministres étaient des gens rompus au colonialisme. Et Mélenchon est un ancien député. Il a grandi dans le mitterrandisme. Cette hypocrisie absolue qu'était François Mitterrand. Socialiste d'apparence, colonialiste dans l'âme envers les Africains. Mitterrand. Bon, on avance, on remonte. Avec Giscard, c'était meilleur. Il est allé dans sa tombe avec les diamants de Bokassa. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas rendu. Tout ce qu'il a volé en République centrafricaine, il ne l'a pas rendu. Bokassa a parlé. Giscard lui a volé. Non pas seulement ses diamants, mais en plus sa femme. C'est Bokassa qui l'a dit, c'est pas moi. Bokassa a parlé avant de mourir. L'ancien dictateur centrafricain, soutenu par Giscard. Est-ce que la politique france-africaine néocolonialiste a cessé sous Giscard? Non. Sous Pompidou? Oh que non. C'était un colonialiste tranquille dans l'âme. Et quant à De Gaulle qui a mis en place la pseudo-décolonisation de l'Afrique d'expression française, avec son homme de main Focard, est-ce que lui, l'Afrique peut se tourner vers lui et dire De Gaulle a contribué à notre libération? Oh que non, c'est lui qui a organisé la mafia. Il faut lire le grand livre de référence de François-Xavier Verschave, La France-Afrique, le plus long scandale de la République française. La France-Afrique, le plus long scandale de la République française. Ce scandale continue à l'instant où je vous parle, puisque on tente de maintenir à tout prix une présence militaire, si ce n'est officielle, du moins officieuse, de la France en Afrique. On tente de sauver le CFA en créant des pseudo-CFA, comme l'ECO, qui n'est rien d'autre que le franc CFA déguisé. On tente de sauver des régimes corrompus, uniquement parce qu'ils font les 4 volontés de Paris. On veut absolument continuer à nous imposer une organisation internationale de la francophonie, dont la vocation est en fait le contrôle des idées, la police des idées, le contrôle mental des Africains. Ce que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont clairement refusé. Donc, c'est ce 2 poids, 2 mesures flagrants qui est à l'origine de l'effondrement, non pas seulement de la politique macronienne. Macron n'est pas le seul responsable de l'effondrement de la France en Afrique. L'effondrement de la France en Afrique est à l'origine la conséquence de la pseudo-décolonisation de l'Afrique par la France. C'est l'invention de la France-Afrique. C'est la guerre de répression pour éliminer les leaders indépendantistes, souverainistes africains authentiques qui est à l'origine de l'effondrement français. C'est parce que les bases de la coopération franco-africaine
ont été faussés par De Gaulle et Foccart, qui ont truqué les dés avant d'organiser le jeu. Les dés étaient truqués, ils étaient pipés d'avance. Vous ne pouvez pas maintenir 15 pays sous occupation militaire, sous domination monétaire. Vous ne pouvez pas y organiser des parodies d'élections. Vous ne pouvez pas y organiser une centaine de coups d'État, sans oublier des génocides et des rébellions. Vous ne pouvez pas faire tout cela. Vous ne pouvez pas organiser la répression intellectuelle. Eh bien, des libres penseurs des anciens pays colonisés ou sous tutelle et prétendre obtenir des résultats favorables. Je voudrais contester et critiquer ici Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Son tweet est intellectuellement nul. Macron Emmanuel n'est pas le seul responsable de l'effondrement de la politique africaine de la France. Toute la classe politique de gouvernement français, toute la classe politique de gouvernement française est responsable de l'échec de la politique africaine de la France. Il n'y a pas dans cette affaire à enfoncer les uns et à privilégier les autres. Tous ceux qui ont gouverné la France, de De Gaulle à Macron, sont responsables de cet échec. Macron est simplement un accélérateur par inexpérience, par excès de condescendance, de paternalisme, de suffisance. Il est venu parachever une autodestruction qui était inévitable. Cette politique de coopération internationale franco-africaine avait été construite sur un château de sable. Elle avait été construite sur des fondations viciées. Elle ne pouvait pas survivre. Pour Franklin Nyamsi, le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'OIF marque bien plus qu'une rupture institutionnelle. C'est une affirmation de souveraineté et un refus de la tutelle néocoloniale. Ce choix pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à repenser leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. Reste à savoir si ce vent de changement aboutira à une véritable renaissance africaine ou s'il ne fera qu'exacerber les tensions. Et vous, que pensez-vous de cette prise de position audacieuse? Partagez votre avis, le débat est ouvert.